Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Le féminisme, comme je le rappelle souvent, a pour vocation de promouvoir l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, en militant pour les droits des femmes au sein de la société, mais aussi dans la vie privée, avec pour objectif lutter contre les inégalités et les injustices dont sont souvent victimes les femmes. Mais pour parvenir à cette égalité, il faut commencer très tôt à l'école. Le rôle de l'éducation est primordial dans l'émancipation d'une société. Il faut aussi, d'abord et avant tout, une école de qualité qui déconstruit les stéréotypes sexistes et des manuels scolaires qui font aussi la promotion de l'égalité. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Pour parler de ce sujet et bien d'autres, je reçois Amina Lotfi, militante féministe et présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc, Araba. Amina Lotfi, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horatz. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Amina, vous êtes une militante, vous êtes engagée pour la lutte des droits des femmes et des droits humains depuis plus de 30 ans. C'est à partir de 91 que votre parcours de militante commence, lorsque vous travaillez pour la coopération canadienne. Et cette vocation, donc, vous est arrivée comment? J'ai lu quelque part que ça vous viendrait de votre grand-mère qui tenait déjà dans le sud du Maroc, un discours égalitaire. Alors, est-ce que ça vient de là ou est-ce qu'il y a eu un autre déclic? C'est une bonne question. Est-ce que ça vient de là? Moi, je pense que je parlerais plutôt de réaction plutôt que de vocation. D'accord. Réaction, pourquoi? Parce que, justement, comme vous le dites, donc j'avais une grand-mère qui était féministe. Je ne sais pas si on peut appeler ça du féminisme à l'époque. Elle faisait du féminisme sans s'en rendre compte, mais en fait, elle exerçait l'égalité dans son foyer. Ma grand-mère paternelle était une femme très égalitaire, disons, et dans la gestion de son foyer, de sa famille, c'est l'égalité qui prônait. C'est-à-dire que aussi bien mes oncles que mes tantes, que mon grand-père, tout le monde mettait les mains à la pâte. Ça, c'était la règle de la maison. Pourquoi je vous ai dit que c'est un constat? C'était pas la même chose, c'est mes grands-parents maternels. D'accord. Donc, comme je passais une fois à Casa chez les paternels, une fois à El Jadida chez les maternelles, c'est tout à fait le contraire. Chez mes grands-parents maternels, les hommes étaient des rois, ils attendaient que la table soit mise pour se mettre à table, ils finissaient, ils s'étendaient sur les sofas, et c'était les femmes qui devaient faire tout le travail. Et donc, c'est là où j'ai constaté que ce n'était pas normal. D'ailleurs, ma grand-mère maternelle m'appelait Esri Douar parce que je refusais de mettre les mains à la pâte tant que mes oncles, mes cousins ne mettaient pas cette main. Grandir dans une famille, dans ma petite famille, où c'était pareil aussi, tout le monde mettait les mains à la pâte, mon père faisait la cuisine, etc. Donc finalement, ça existait, ça existe encore Ben oui, ça existait. C'est dommage que l'évolution n'ait pas continué. Bon, elle ne peut pas être continue, mais disons qu'il y a des familles qui ont intégré cette notion d'égalité bien avant les autres et même depuis plusieurs années, comme vous dites. Alors, vous avez été donc militante, et pourquoi avoir fait ce choix de l'ADFM? Vous m'avez dit tout à l'heure dans les coulisses que vous avez vous avez côtoyé de nombreuses associations du mouvement féminin marocain, mais votre choix s'est porté vers l'ADFM en 2001 et aujourd'hui vous en êtes la présidente. L'ADFM avait une approche qui était stratégique, une approche qui était documentée, etc. Et donc, c'est au fil des années, donc, j'ai intégré l'ADFM. Voilà, c'était un feeling. Mais ceci dit, dans le cadre de ce mandat, j'ai rencontré des femmes extraordinaires de toutes les associations. Hein. Je parlais, j'ai rencontré des militantes qui avaient une grande abnégation d'elles-mêmes et qui se donnaient totalement au plaidoyer et à la promotion et protection des droits des femmes. Alors justement, avec l'ADFM, vous avez organisé récemment une table ronde sur l'avenir de l'égalité des sexes à travers le système éducatif. Alors quel constat faites-vous aujourd'hui concernant les rapports entre les sexes au niveau de l'école, au niveau de l'accès à l'école? Est-ce que le taux de scolarisation des filles a augmenté?
est-ce que le niveau de décrochage a diminué et pourquoi? Donc, quel est l'état des lieux et qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à faire ce mémorandum et quel en est le contenu? D'accord. Bah écoutez, donc peut-être pour commencer, dire que l'ADFM a toujours plaidé pour l'intégration transversale de l'égalité dans le système éducatif. Donc par rapport à ce mémorandum, donc c'était la première étape de notre processus de plaidoyer. Ce mémorandum, si on veut, est un état des lieux analytique de la situation de l'égalité ces 3 dernières décennies. C'est un mémorandum qui, d'après les constats que nous avons faits, c'est un mémorandum qui dit qu'en termes quantitatifs, c'est-à-dire en termes d'accès des enfants à l'école, de réduction des écarts entre les garçons et les filles, il y a eu une évolution, bien démontrée par les statistiques, etc. Par contre, au niveau qualitatif, cette évolution n'a pas été accompagnée par la culture de l'égalité. Qu'est-ce que c'est que la culture de l'égalité? La culture de l'égalité, c'est un processus, je dirais, c'est un objectif, qui fait que une personne, à travers l'éducation qu'elle reçoit et qui intègre le principe de la culture de l'égalité, est une personne qui va lutter automatiquement contre les discriminations, qui va exercer cette égalité dans son milieu professionnel, pour les enfants dans le milieu scolaire. La culture de l'égalité est quelque chose de très important. Et pourquoi l'intégrer à l'école? L'intégrer à l'école parce que c'est ce qui va décider de la construction de l'identité d'un enfant. C'est ce qui va décider son parcours scolaire, professionnel. C'est ce qui va décider de son comportement dans la société. Et c'est ce qui va permettre de déconstruire un peu tous les stéréotypes que les enfants acquièrent très tôt et qui doivent être déconstruits par l'école, justement. Mais malheureusement, justement, on constate aujourd'hui que l'école reproduit un petit peu ces inégalités. Comment faire pour que ces valeurs, justement, cette culture de l'égalité soit transmise? Est-ce que ça passe par les enseignants, par le ministère de l'Éducation, par le contenu des manuels scolaires? Comment faire pour que, justement, cette culture de l'égalité soit plus présente, plus forte, finalement, pour contribuer à réduire ces inégalités entre les petites filles et les petits garçons, ensuite entre les hommes et les femmes? Écoutez, ce que nous disons dans notre mémorandum aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs initiatives. Des initiatives depuis 1992, avec les différents gouvernements qui se sont succédés. Des initiatives pour sensibiliser à l'égalité, des initiatives pour intégrer l'égalité dans les programmes, dans les pratiques. Énormément d'initiatives, malheureusement, qui n'ont pas eu d'impact. Vous me direz pourquoi. J'étais sûre que vous alliez poser cette question. Oui. Elles n'ont pas eu d'impact. Pourquoi? Parce que ces initiatives ont été faites de manière disparate. Les gouvernements se succèdent, mais on ne continue pas. Et pourquoi on ne continue pas? Parce que pour l'institutionnalisation de l'égalité ou l'intégration transversale de l'égalité dans les programmes, projets, pratiques du ministère de l'Éducation nationale de l'époque, il n'y avait pas une vision globale. Ce n'était pas une politique de l'État, une politique publique, mais c'était, on dirait, des initiatives qui découlaient des ministres qui se sont succédés et qui ont... Il n'y avait pas une stratégie, on va dire, c'est ça? Non, il n'y avait pas de stratégie, justement. Il y avait des actions ponctuelles, disparates, et qui n'étaient pas reprises par les successeurs. Et notamment dans le contenu des manuels scolaires, parce qu'on voit aujourd'hui que le manuel scolaire reproduit exactement, c'est l'effet miroir avec le droit aujourd'hui, ce qu'on appelle le code de la famille, puisque on voit souvent des petites filles à l'intérieur, en train de s'occuper de la cuisine, des enfants, puis ensuite, bien sûr,
l'homme est représenté souvent dans des activités qui sont extérieures, où il est brave, courageux, etc. Donc ce sont des stéréotypes qui continuent. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Le plus important pour le nettoyage, c'est toutes ces discriminations indirectes qui sont contenues dans les manuels scolaires. Elles ne sont pas palpables. Et ces discriminations indirectes, par exemple, la fille est une princesse et le garçon est un héros. Par exemple, la femme est une hôtesse de l'air, mais l'homme est un commandant de bord. Vous voyez, c'est toutes ces discriminations indirectes, qui ne sont la plupart du temps pas volontaires du tout, qui font que ça reproduit, quoi. Ça reproduit et ça consolide indirectement les discriminations envers les femmes. Et il y a quelque chose aussi qui m'a frappée, vous l'avez dit, je pense, je l'ai lu dans un article, comme quoi les instituteurs, les professeurs, souvent pour sanctionner des élèves, séparaient les garçons des filles ou mettaient les filles derrière. Dans les classes, c'est quelque chose d'inadmissible. Pourquoi? Parce que chaque enseignant, chaque enseignante, à travers ses pratiques, à travers sa pédagogie, inculque les discriminations aux enfants. Oui, effectivement, vous avez des rangées des instituteurs ou institutrices qui mettent des rangées de garçons, des rangées de filles. Effectivement, vous avez les garçons devant les filles derrière ou vice-versa. Vous avez dans leur cours la cour des filles, la cour des garçons. Donc il n'y a pas une vraie mixité. Non, il n'y a pas de vraie mixité. Et dès le départ, on montre aux enfants que ce ne sont pas des personnes qui ont les mêmes droits, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes... Non, on les différencie dès le départ. Et ça, vous allez voir aussi bien au niveau de la composition des classes et du règlement de la classe, qui diffère d'une école à l'autre, d'une région à l'autre, et c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut uniformiser toutes les approches, toutes les méthodes pédagogiques. Je pense que nos enfants, garçons et filles, ont droit à la même éducation, ont droit... Et quelle que soit l'école, que ce soit à Tanger ou à Agadir... Quelle que soit l'école et qu'elle soit rurale ou urbaine, il faut... D'ailleurs, c'est ce que nous avons soulevé avec le ministre de l'Éducation, parce que nous avons remis... au ministre de l'Éducation notre mémorandum et avons souligné donc cet état de fait qu'il était urgent donc de rompre avec ces pratiques. Il faut trouver un moyen. Les moyens, ça se trouve. Vous savez, si on veut une école de qualité et si il est important d'y intégrer la culture de l'égalité. Vous conviendrez avec moi que c'est un vaste chantier, mais c'est un chantier... Qui doit démarrer très tôt. Tout à fait, mais qui se construit d'abord. C'est un chantier qui se pense avec une vision globale, sectorielle, intersectorielle, je disais. C'est un chantier qui se construit avec une stratégie, avec une approche résultat. Il se construit également avec de l'évaluation, avec l'identification des limites, des contraintes, etc. Donc c'est à ce prix qu'on pourra avoir une école. C'est un gros chantier. C'est un gros chantier. Une école de qualité, d'abord une école qui ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Et une école de qualité, c'est une école qui donne aux enfants les outils dont ils ont besoin pour être des citoyens et des citoyennes à part entière. Alors Amina, vous êtes aussi aujourd'hui membre de cette fameuse coalition pour la refonte du Code de la famille qui, aujourd'hui, on le sait, va changer. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc de cette coalition, de ces revendications et pourquoi vous plaidez pour une refonte, justement, et non pas pour des amendements? Écoutez, la coalition, c'est la coordination féministe qui, comme son nom l'indique, est une coordination qui vient de se réunir. Et comme vous le savez, selon le contexte, quand nous sommes en situation de contexte, toutes les associations se mettent ensemble, donc en coalition, pour défendre conjointement et plaider conjointement au niveau de leurs droits. Alors pourquoi une refonte globale du Code pénal?
une refonte Code de la famille. du code. Peut-être aussi le code pénal. Oui, ça sera la suite. Pourquoi une refonte globale? Parce que tout simplement, le code de 2004, qui avait été une révolution à l'époque, qui a désacralisé le texte, etc., après 18 années d'application, il a montré ses limites aussi bien au niveau du texte que de son application. Donc là, il est nécessaire donc de rompre avec l'approche qui veut qu'on va changer des petites dispositions, qu'on va toucher à des petites dispositions, mais réfléchir à changer toute la philosophie de ce code selon une approche d'effectivité des droits des femmes et de protection des femmes. Vous savez, le code, il a été fait en 2004. Il a été révisé. Oui, ça fait 20 ans. On a eu une constitution en 2011, laquelle prône l'égalité des hommes et des femmes dans tous les droits et laquelle prône la suprématie des engagements internationaux du Maroc. Donc, sur la base donc, de notre loi suprême et sur la base de nos engagements internationaux, il est tout à fait nécessaire de revoir en profondeur le code de la famille. Vous savez, il est impensable que, à l'ère de la Constitution, à l'ère du nouveau modèle de développement, à l'ère que nous ayons encore des petites filles qu'on marie, des petites filles qu'on prive de leur enfance, des petites filles. Il est impensable en 2023 que nous ayons encore des inégalités entre les hommes et les femmes dans la gestion de la famille. Vous savez, le code de la famille, c'est là, quand je vous parlais de contenu, les irrégularités, le code de la famille, il prône l'égalité en droit et en responsabilité entre les époux. Mais quand vous allez plus loin, on va vous dire « Ah non, mais la tutelle légale, c'est le papa qui l'a », avec tous les drames que ça engendre. C'est-à-dire qu'il y a en fait des contradictions en interne. Dans le texte même. Oui. Vous imaginez, tutelle légale, c'est le père qui vous savez, en cas de divorce, en général, les pères, ils disparaissent. Absolument. Dans la majorité des cas. Et la mère se trouve confrontée non seulement à l'éducation des enfants, mais se trouve confrontée au fait qu'elle ne puisse pas prendre de décision parce que c'est le père qui doit être présent, changer d'école, voyager, etc. Vous avez l'inégalité aussi au niveau de la garde des enfants. Quand la mère se remarie, enfin, elle perd la garde des enfants, alors que ce n'est pas le cas pour l'homme. Vous savez, il y a trop de contradictions, il y a trop de contournements ou d'interprétations de ce code. Il faut avoir un code très clair, où il puisse y avoir des définitions très claires et des modalités. Enlever l'article 400 et enlever cet article qui donne toute la latitude au juge et qui appelle à la subjectivité et à l'idéologie des juges aussi, ce qui devrait être totalement interdit. La loi s'applique de la même manière pour tous les citoyens et citoyennes. Donc en fait, vous plaidez donc pour une refonte, pour un changement de philosophie, c'est-à-dire en fait bannir cette notion de Qewama et de Tara, instaurer une vraie égalité, y compris dans les termes, et cette vraie égalité devrait pouvoir permettre aussi la coparentalité, y compris en cas de divorce, parce que les hommes aussi peuvent vous dire nous aimons nos enfants, on veut aussi le droit de garde, pourquoi pas une semaine alternée, c'est-à-dire que dans ces cas de figure, il faut aussi être égaux en droit, en obligation, peut-être même dans l'obligation d'entretien qui doit sauter, parce que c'est quelque chose de fondamental. Et là aussi, il y a plusieurs contradictions. Écoutez, la Constitution, parce que ça pose vraiment un problème, cette question d'harmonisation des lois avec la Constitution. Initialement, la Constitution, au moment du référendum, je crois que c'est plus de 70% des citoyens et citoyennes qui ont été votés. Et c'est plus de 95%, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais qui ont accepté le contenu de cette réforme. Donc, qui ont accepté que les hommes et les femmes doivent être égaux, qui ont accepté différentes choses. Donc, pourquoi ne pourrait-on pas harmoniser le Code de la famille avec la Constitution ?
Et les conventions internationales que le Maroc a ratifiées. Mais bien sûr, et puis quand on parle d'harmoniser, c'est comme on dit, c'est une refonte en profondeur. Il faut que cette refonte... Maintenant, quand on parle de Qewama, est-ce que vous pensez maintenant que les hommes subviennent entièrement aux besoins de leur famille, aux besoins de... Non. Non. Donc, elle a été instaurée à un moment donné parce que ça protégeait les femmes. Donc, il y a toute une philosophie à prendre de cette... On protégeait les femmes à l'époque. Ce qui n'est plus le cas. Notre contexte a évolué, la famille a évolué, tout a changé. Donc, il est temps de faire une relecture de tout ça et de contextualiser tout ça et surtout de respecter donc l'effectivité des droits des femmes. Et est-ce que vous pensez que la société est prête, par exemple, à tous ces changements et en particulier aux questions qui restent relativement épineuses comme les règles de l'héritage, de la succession, comme l'avortement? Est-ce que vous pensez que ce code devrait aborder aussi ces questions-là? Écoutez, est-ce que la société est prête? Je pense que oui, sous certaines limites. Est-ce qu'elle est prête? Je pense qu'on ne parle pas suffisamment à la société de l'impact de l'inégalité successorale, de l'impact de l'interdiction de l'avortement sur la femme, sur les enfants, sur la société dans son ensemble. Donc je pense qu'il y a là une approche de sensibilisation. Parce que comment ne pourrait-on pas être prêt? Et comment est-ce que nos responsables n'entreprennent pas les réformes quand on sait qu'au niveau de l'inégalité successorale, ça plonge les femmes dans la précarité, la pauvreté. Et vous savez, c'est pas les populations, c'est pas les foyers les plus nantis qui tiennent à l'héritage. C'est surtout les familles défavorisées. Nous avions fait une étude au niveau de la DFM il y a quelques années qui a démontré que, en fait, les personnes qui étaient bien nanties procédaient à différentes stratégies de contournement pour protéger leurs filles, pour protéger les enfants en général. Mais ce n'était pas le cas pour les milieux défavorisés. Et dans ces milieux, ils n'ont rien à léguer. Ils ont de très petites choses. Et les femmes se retrouvent dans la précarité. Pour l'avortement, vous voyez le nombre de femmes qui meurent parce qu'elles ont recours à l'avortement clandestin, l'impact que ça a quand elles survivent sur leur corps, sur leur psychologie, le nombre d'enfants qui sont abandonnés pour ces femmes qui vont gonfler le nombre d'enfants en situation de précarité, le nombre d'enfants qui sont dans les rues, etc. Donc, je pense qu'on devrait arrêter de faire référence à un texte dont l'impact est très négatif pour la population et pour la société, et se baser sur les statistiques pour trouver des solutions et surtout avoir le courage politique de le faire. Parce qu'il s'agit de courage politique, il ne s'agit pas d'obstacle de la population. Quand on a voulu mettre en place la ceinture de sécurité, on l'a mise en place, ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de gens, mais maintenant tout le monde met sa ceinture de sécurité. Et conséquent, avec notre législation, avec la Constitution et avec nos engagements. Donc sensibiliser et avoir le courage politique. Mais tout à fait, sensibiliser, comme je vous disais, à travers les différents vecteurs de sensibilisation. On a parlé de l'intégration de la culture de l'égalité à l'école. Il faut que ce soit aussi dans les médias, il faut que ce soit aussi dans les mosquées, il faut que ce soit un peu tous les vecteurs de transmission des inégalités, en fait. Alors, Amina, cette émission touche à sa fin. Donc, on a encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps tourne. Alors, cette émission s'appelle Horat. C'est la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que signifie pour vous la liberté et en quoi elle est importante dans le processus égalité homme-femme? La liberté, elle signifie pour moi la jouissance de tous mes droits.
mon droit à décider, droit de penser, droit à prendre des décisions, droit à disposer de mon corps, droit à s'assurer, tous les droits, bien entendu, dans les limites de mes droits, de ses droits et de mes obligations. D'accord. En tout cas, Amina Lotfi, merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation à cette émission et pour la qualité de vos réponses. Je rappelle que vous êtes une militante très engagée, que vous êtes présidente de l'ADFM niveau Rabat. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau, vu que c'est l'actualité en ce moment, ce code de la famille. Donc je suis sûre que nous aurons l'occasion de débattre davantage. Ben, ça sera avec plaisir, Madame Sré. Je vous remercie à mon tour pour l'invitation. Merci encore, Amina. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure et même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.